Bonjour Smaïn Lacher, Bonjour Yasmina. comment allez-vous? Écoutez, je vais bien personnellement, Mhm. malgré ces temps un peu troublés, pour ne pas dire plus. Oui. Je vais bien. Quand on voit ce titre, l'Algérie, ma mère et moi, on a vraiment envie de se blottir dans les bras de sa maman, qu'elle soit là ou plus là. La vôtre n'est plus là. C'est pour ça que vous écrivez ce joli texte. Alors, on va parler beaucoup d'elle, aussi de vous et de la société, de l'exil que vous connaissez bien, en tout cas sur le thème du droit. Il y a dans votre famille cette maman tutélaire qui arrive et qui est une force quand même, qui impose quelque chose de tout ce qu'elle est et vous. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez perdue et c'est en le lisant, j'ai eu le sentiment que vous faisiez reconnaissance avec elle à travers votre écriture. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. C'est une analyse tout à fait pertinente. Alors j'ajouterais bien entendu, Bien sûr. j'ajouterais quelque chose Bien sûr. à propos de la notion de force. Puisque vous attribuez à ma mère une force qui est réelle, qui a été réelle. Et la force, on la voit surtout lorsqu'on traverse des épreuves. Les épreuves sont des moments de vérité. Bon. Donc, et c'est vrai, elle a été forte quand il a fallu être forte. Mais ça restait tout de même une force relativement contrainte, relativement limitée, car ma mère, comme toutes les femmes de sa génération, était aussi bien dans l'espace privé, dans la maison, dans l'univers domestique, que dans l'espace public. C'était tout de même des femmes dominées. Alors, j'entends par dominées, non pas du tout un terme très politisé, mais vraiment au sens sociologique, c'est-à-dire que les contraintes étaient puissantes, les limites étaient puissantes, et puis surtout, c'était une femme de sa génération qui n'avait que les droits des femmes de sa génération. Elle a été éduquée pour servir et bien servir. Oui, alors là, on pourrait universaliser à la fois le propos et la situation. Elle n'a certainement pas été la seule à servir d'abord les autres avant de se servir. Mais savait-elle ce que ça voulait dire, se servir? C'est ça. Bon, elle avait tellement incorporé le fait que toutes ces dispositions, au fond, étaient à déployer au service des autres. Voilà, et c'est un aspect qui m'a particulièrement fait réfléchir. Alors pas sur des femmes abstraites, mais sur ma mère. Sur ma mère, qui est ma mère, bien évidemment, mais c'est une femme qui n'est absolument semblable à aucune autre femme. Oui, unicité. Oui, singularité. Singularité. Oui, et en même temps, universalité. Oui. Parce que, et je n'en veux pour preuve d'ailleurs, que les remarques, les commentaires, les propos à propos de ce bouquin, combien de fois m'a-t-on dit alors il y a des choses qui m'ont frappé chez les lecteurs, parce qu'il y a de livres en réalité que s'il y a des lecteurs. C'est on le prend et on ne s'arrête pas, mais en fait c'est les gens qui prennent leur vie et qui la voient se déployer au fil des pages. Exactement. Bon, et puis l'autre aspect qui n'est pas du tout recherché, que je n'avais pas du tout recherché, c'est le fait d'avoir été bouleversé. Mais ça, je le comprends pour une bonne et simple raison. Alors vraiment, pour parler comme les politiques, c'est qu'en fait tout le monde a une mère. Oui. Voilà. Les premières pages, c'était difficile pour moi de les lire. Parce que justement, je me suis dit, parce que vous décrivez
mais vraiment, chaque mot est pesé. Vous décrivez la disparition, quand vous apprenez qu'elle n'est plus là, j'arrive même pas à employer les mots, tout le moment où elle va être sous terre, j'ai du mal, parce que je pense à la mienne qui a 73 ans et qu'automatiquement cet universalisme-là, cet humanisme-là, je lui ai écrit à la mienne et j'ai refermé le livre. J'ai dit, maman, je peux pas, je dois interviewer Monsieur Lachaire, je vais avoir du mal. Comment je fais? J'y arrive pas. Elle m'a dit, lis. Lis, continue. Donc voilà, j'ai continué à lire et j'ai été pressée de passer le début parce que j'avais l'impression qu'on parlait de la mienne. Voilà, et c'est en ça. Et elles sont deux femmes très différentes. Sans aucun doute. Vraiment très, très Sans différentes. aucun doute. Et je trouve que la vôtre a quand même un courage. Vous êtes 4 enfants, c'est ça? Nous sommes 5 enfants. 5 enfants. Ils ont fait 5 enfants. Ils ont fait 5 enfants. Une belle réussite scolaire, vraiment. Et il y a ce courage-là, de cette volonté de 2 parents, surtout, je crois, de votre maman, d'écouter l'école de la République comme un endroit de règles, et qu'il faut y aller, et qu'il faut devenir quelqu'un. Ils ont réussi ça, et je trouve qu'il faut du courage pour ça. Je les trouve courageux, parce que vous avez réussi tous. Alors, le mot courage, on peut parfaitement l'employer. Hein. Je crois, si je ne me trompe pas, mais vous êtes la dernière à avoir lu ce bouquin, je crois que je n'ai jamais employé ce mot. Bon. Non, au contraire. Non, vous l'employez pas. Moi, oui. Oui, absolument. Moi, oui, absolument. Vous, non, je l'emploie pas. Pour ça. Et je me suis demandé d'ailleurs si je devais l'employer. Oui. Bon, non, c'est vrai. Je me suis demandé si je devais dire que ma mère était une femme courageuse, avait été une femme courageuse qui avait fait face à l'adversité, etc. Alors, comme je suis sociologue, je trouvais que c'était trop simple, que dans la réalité objective, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, c'est après coup que je m'en suis rendu compte. En fait, la question que je me suis posée, parce qu'après la mort de mon père, on lui a demandé gentiment qu'elle ne pouvait pas rester sans homme, hein, et que il fallait prendre ces petits loupiaux, ces 5 petits loupiaux, un bateau ou un avion, et puis aller dans son pays d'origine. Donc là, elle se serait... d'abord, je n'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. Jamais. Bon. Et puis elle se serait enterrée vivante dans ce pays qu'est l'Algérie. Donc, en fait, c'est des nécessités objectives. Au fond, elle a, et c'est ça qui force l'admiration, mon admiration pour elle, c'est que elle a composé le plus souvent avec des situations essentielles et exceptionnelles. Voilà. Et sans stratégie à court ou à moyen terme. Voilà. Il fallait, mais vraiment, il fallait se sauver. Il fallait se sauver. Et se sauver, c'était aussi avoir le sentiment que ce qui était à sauvegarder, c'était simplement sa dignité. Voilà, et sa dignité de femme. Je trouve qu'on l'a un peu malmenée, mais franchement, elle a été digne. Franchement, elle a été digne. Elle vit en France, elle parle pas très bien français, voire très très peu, et ce sentiment de honte qui est dans beaucoup d'enfants issus d'ailleurs, qui se disent mais comment ça se fait que moi je suis à ce point intégré et que n'y arrive pas. Comment vous le décrivez aujourd'hui, et à l'âge que vous avez, et parce qu'elle n'est plus là, et au regard de votre parcours? D'abord, à propos de ce sentiment. C'est un sentiment qui n'est pas d'abord lié à la parole. C'est un sentiment qui est lié au corps. Quand on a honte, c'est d'abord le corps qui a honte. C'est-à-dire le corps qui pense ne pas être à sa place. Avec la honte, il y a indissociablement la souillure. La souillure accompagne toujours la honte. Et qu'est-ce que la souillure, si ce n'est que l'impureté? Et quand on est impur,
Il n'y a pas de 36 solutions. On fait disparaître l'impureté. Voilà. Donc, quand vous êtes atteint, parce que la honte ne vous avertit pas, hein, elle n'apparaît pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Hein, Elle vous chope. Elle vous tombe dessus. Elle vous tombe dessus. Et le mot le plus juste peut-être est, et elle vous saisit. Elle vous tient. Elle vous retient. Voilà. Bon. Et c'est le corps qui est atteint. Il y a des expressions extrêmement banales, hein, pour dire ça. On ne sait plus où se foutre. Bon, non, vraiment. Bon, ne plus savoir où se foutre, c'est être là alors qu'on devrait être ailleurs. Bon, donc la honte est vraiment un phénomène absolument universel. Mais vraiment, quelle que soit son origine sociale ou nationale, quelle que soit sa position de classe, la honte, en fait, la honte n'est pas dotée d'une intentionnalité qui ferait qu'elle choisirait comme ça, allez, cela et pas cela, etc. Voilà. Et en tout cas, moi, la honte, je l'ai ressentie très tôt parce que peut-être que ça a déterminé d'une certaine manière ma carrière professionnelle. Hein. Bon, peut-être. J'ai très vite perçu les mauvais placements. À chaque fois, j'étais là avec elle et elle ne savait pas où elle était. Et donc, tous les deux, nous étions embarrassés par des corps qui n'étaient pas à leur place. Voilà. Bon. Et puis, il y a quelque chose de rédhibitoire. Absolument rédhibitoire. C'est la langue. Oui. Bon. Ne pas parler la langue du pays dans lequel on habite, et d'une certaine manière par lequel on est habité, et ne pas être habité, et ne pas habiter la langue, ça fait de vous un errant, ça fait de vous un éternel déplacé, un atopos, comme dirait Platon, ça fait de vous un être étrange, bizarre, à qui on ne peut pas parler. Et nous sommes faits de langage, et c'est d'ailleurs ça qui m'a en réalité fait écrire cet ouvrage, c'est que au moment où elle descendait dans sa dernière demeure, dans la fosse, je me suis rappelé, mais ça je n'y peux rien, hein, c'est comme si vous voulez, on ne maîtrise pas tout. J'ai retenu une phrase d'un linguiste très connu qui s'appelle Ferdinand Saussure, un linguiste suisse, qui disait: ce qui est au fondement de l'entendement, c'est le malentendu. Et il y en a eu des malentendus entre elle et moi. Mais vraiment, il y en a eu. Hein. J'imagine. Bon. Et jamais nous ne sommes parvenus, à cause de ces malentendus, à nous entendre. C'est-à-dire que le propre du malentendu, c'est de vous faire parler. Bon. Et de vous obliger à trouver des représentations communes, des situations partagées, des interprétations partagées. Pas avec ma mère. Et parce que la langue manquait, justement, les mots manquaient. Sa langue, d'abord sa langue, qui était la langue d'origine, hein, qui était le dialecte chaoui, parce que c'est une berbère. Bon. Sa langue était devenue inutile ici. Mais vous ne la parliez pas? Non. Alors nous, alors vraiment, je loue mes parents. Je leur dois vraiment beaucoup. Nous devions parler en arabe dans la maison, mais c'était l'arabe de la maison. Hein. C'est pas l'arabe de l'espace public. Hein. C'est pas l'arabe du discours. C'est vraiment non seulement doublement délégitimé, c'est-à-dire l'arabe dialectal. Et l'arabe de la maison qui ne pouvait pas aller au-delà de la maison, qui n'avait aucune force ni aucune légitimité en dehors de l'espace domestique. Bon, ça ne servait qu'en réalité à produire des ordres, des injonctions, des consignes. Non, vraiment. Donc là, vous pouvez pas converser avec votre mère sur les malentendus, même avec la langue de la maison. Non, jamais. Voilà. Et encore une fois, je ne suis pas le seul dans cette situation, hein. Et
surtout, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est une immigration qui date des années 50-60. Hein. Il y a une différence, j'ai le sentiment, dans la façon d'être peut-être soumis dans les années 50, plutôt rebelle un peu plus tard. C'est pas les mêmes personnes qui arrivent, ça ne crée pas du coup les mêmes malentendus. Ma mère est venue pour se marier, pour rejoindre son époux. Pour rejoindre son époux. Exactement. Bon, un an et demi plus tard. Donc, elle a déjà subi toute une série au sens de Hannah Arendt, de conditionnements, à la fois privés et publics. Elle a subi des déterminations. On a fait d'elle, chez elle, une femme qui convient, une femme qui correspond aux normes légitimes de là-bas. Bon, donc elle était venue sans savoir à aucun moment où elle allait atterrir, en connaissant quand même relativement peu son époux. Bon, donc elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, de la vie, mais au moins elle avait un ethos à disposition, si je puis dire. C'était celle qu'il faut rejoindre son époux en tant que femme, faire des enfants et servir au mieux possible la famille. Bon, ça c'est même vécu sur le mode du Slava-Tsoi. C'est infra-réflexif. Elle sait parfaitement d'où elle vient et elle sait parfaitement où elle va. Mais même concrètement, quand elle va chez ses oncles, chez ses cousins, elle sait quel chemin il faut prendre, elle sait quel sentier il faut éviter, elle sait qui il faut saluer, elle sait qui il ne faut pas saluer. Elle arrive ici et le monde s'écroule. Voilà. Le monde s'écroule, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui la faisait tenir en tant que femme de là-bas, produit dans les conditions de là-bas, ici, sont illégitimes. Les filles d'ici, alors, il faudrait avoir à l'esprit l'âge, il faudrait avoir à l'esprit la nationalité, les conditions d'immigration des parents, le niveau scolaire, le lieu de résidence, pour pouvoir dire des choses un peu précises sur ces jeunes filles. Mais des années 50, 60, aux années 80, parce que c'est exactement à ce moment-là qu'apparaissent, comme par miracle, comme par enchantement, non seulement les enfants, mais vous savez, d'habitude, ce sont les parents qui font les enfants. Oui. Enfin, on sait ça, hein. Normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Eh ben non, pas pour l'immigration. Oui. Pour l'immigration, dans les années 80, au début des années 80, les enfants apparaissent dans l'espace public et apparaissent comme problème pour les institutions. Voilà. Et du même coup, on s'aperçoit que ces enfants, ils avaient des parents. Voilà. Et donc aujourd'hui, les jeunes femmes, ça dépend lesquelles, hein, mais peuvent s'exprimer, ce qui, ça je le maintiens, ce qui n'empêche nullement qu'elles soient prisonnières de rapports de domination, qu'elles aient une représentation commune de ce que c'est un homme, de ce que c'est qu'une femme, des relations entre les hommes et les femmes. Bon, mais il est vrai que la société des années 50-60, en Algérie, en France, ce n'est plus du tout la société française des années 80, 90 et après, et ce n'est plus le même pays qu'elle a quitté, l'Algérie, des années 50-60 aux années 90. Et alors, en particulier pour les Algériens. Exactement, c'est pour ça que c'est très intéressant, le moment où elle se met à travailler à l'usine, qu'elle crée un lien social et qu'elle sort de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, qu'elle s'émancipe. Ça arrive après le décès de votre papa. Elle devient une autre femme à ce moment-là. Ça tombe au moment, à ces dates-là où justement la France et l'Algérie changent. Absolument. Et c'est un moment important parce qu'on se rend compte que au début du livre, elle est d'ailleurs, elle est d'un autre univers que le mien, et on se retrouve sur cet endroit de travail. Le travail comme endroit d'émancipation. Ah, le travail est extrêmement important et, bien entendu, il est d'autant plus important que l'époque
valorise le travail et que l'époque a un discours sur l'émancipation par le travail. Et c'est aussi une époque où les femmes accèdent au marché du travail. Et c'est un moment où, anthropologiquement, il y a une modification dans la société française des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, elle arrive, pas seulement dans l'espace public, mais dans l'univers du travail, à ce moment-là. Et l'univers du travail, c'est des contraintes, hein. Oui. Et en particulier, elle, qui mettait à distance les hommes, parce qu'on lui avait dit de mettre à distance les hommes, là, elle est obligée de parler à des hommes, hein. Elle est obligée de dire bonjour à des hommes. Elle est obligée de travailler près, mais physiquement, physiquement, spatialement, près des hommes. Là, elle obéit à des consignes qui ne sont plus celles de son mari, mais qui sont celles d'une institution quasi abstraite. Bon, mais c'est aussi là où elle va connaître d'autres univers que le sien. Bien sûr. Bon, donc sortir d'elle-même. Absolument. Le travail va lui permettre de brouiller les frontières entre le dedans et le dehors. Et au fond, si on devait résumer, le travail, l'usine, le mélange des genres, si je puis dire, va redéfinir. Et à ce moment-là, je pense radicalement son rapport au réel. Et à ce moment-là, est-ce que ce malentendu se dissipe un peu? Parce que tout à l'heure, vous avez dit de façon définitive, on ne s'est jamais vraiment entendu. Est-ce que le jamais peut être abîmé à ce moment-là? Est-ce que vous avez pu vous rapprocher d'elle au moment où elle était un peu à la mode, on va dire, qu'elle faisait lien avec la société française qui amenait les femmes au travail? Quand elle a franchi ce pas décisif, je me rends pas encore compte de cet acte inouï qui est de sortir de chez elle pour aller travailler, pour aller elle ne sortait pas de chez elle. Hein. Bon, je pense que ce sont des sacrilèges, ce sont aussi des sacrifices, mais c'est pour cela que je l'admire. Elle a été d'une insolence inouïe, voilà. Et vraiment, je me suis dit, envoyons-la chez Grasset. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de regret à se dire? Ah là là, en fait, on s'est pas compris. Peut-être que l'intégration, le parcours scolaire, les réussites des 5 enfants nous ont éloignés des parents parce que ils arrivent, ils sont émigrés, étrangers. Nous, on est ici, on réussit, on se coupe parce qu'on fait corps avec la France et du coup, on s'éloigne de nos parents et on lâche l'affaire en fait. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites. D'abord, la configuration qui était la mienne et celle de mes parents, la séparation était absolument irréversible. D'accord. Il ne pouvait pas en être autrement. Encore une fois, c'est l'école de la République des années 50-60. Oui. C'est des instituts qui vous disent et qui m'ont dit: tu joues pas avec celui-là, tu joues pas avec celui-là, parce que ça peut déconner, et toi, tu n'auras personne pour te défendre. Eux auront toujours quelqu'un qui pourra les défendre. C'est l'école qui est encore l'école de l'émancipation possible. Bon, c'est pas vrai aujourd'hui, c'est absolument pas vrai aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Un point très important. Oui. Et quand, au fond, la mort, c'est, pour ceux qui restent, le moment de faire le bilan. Bon. Pas seulement parce que nous ne sommes que finitude devant l'infini, mais parce que quand un être cher disparaît, alors apparaissent
tout ce qui n'a pas pu être dit ou être fait. Et une des possibilités de régler ses propres comptes, c'est d'écrire. Oui, c'est pour ça que le titre est génial. Pardon, je montre comme ça, c'est mieux. L'Algérie. Je voudrais terminer cet entretien sur l'Algérie. L'islam aussi. Il y avait une ambiguïté où elle parle d'islam des faux-semblants, d'islam des traîtres, elle s'agace. Des hypocrites. Des hypocrites. Elle parlait comme le Coran. Des hypocrites. Elle se réfugie un petit peu dans la foi. Elle va en Algérie. En même temps, elle regarde la France en disant c'est quand même chouette les pharmacies. Enfin, c'est quand même chouette le soin des soins. On a quand même. Mais elle m'agace cette France. Il y avait quelque chose comme ça où elle. C'est intéressant ce moment-là chez elle. Où elle est des deux. Elle est des deux. Oui. Elle a appris à être des deux. Alors, moi, je suis assez réservé. Je pense l'avoir écrit, mais je suis assez réservé. En fait, je ne crois pas une seule seconde au discours consistant à dire ils sont des deux cultures. Je crois que l'enjeu premier, l'enjeu fondamental pour des gens comme mes parents, c'est d'abord et avant tout, et toute leur existence, le rapport à leur pays d'origine. C'est pas la comparaison France-Algérie, ces gens-là sont tiraillés par une question absolument décisive. Pourquoi leur pays d'origine ne leur a pas réservé de place? Pourquoi le pays d'origine n'a pas gardé une petite place pour eux? Voilà. Bon. La place en France, ils l'ont parce qu'ils ont des enfants. Parce qu'ils ont des enfants. Et d'ailleurs, vous le voyez parfaitement, et toutes les études le montrent, que les femmes âgées laissent le pouvoir à leurs enfants de décider non seulement où elles seront enterrées, Algérie ou France, par exemple, mais ça peut être pour le Maroc et la Tunisie, mais aussi du lieu où on sera enterré. Bon. Et le plus souvent, et c'est en cela qu'on ne peut plus dire qu'il y a communauté, la mort va définitivement séparer les uns des autres. C'est un livre de sociologue et c'est un livre d'un enfant. Donc, oui, absolument. Vraiment, il y a les deux dedans. Absolument. C'est pas un journal intime. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, il y a marqué moi, mais ne confondez pas. Mais c'est mon éditeur qui a... Mais il est beau le titre. Hein. Non, il est très beau le titre. En particulier, d'avoir mis en exergue l'expression « La France a mangé mes enfants ». Oui. Ah, mais vous faites bien de le dire. Je le montre parce que je le prouve. Ici, c'était ma dernière question, mais heureusement que vous me le dites. J'allais conclure sans poser cette question. La France a-t-elle vraiment mangé ses enfants? C'était ma dernière question. Oui. Alors, mais la France a mangé ses enfants. Voilà. Elle les a mangés. Ils sont passés d'un corps à un autre. Voilà. Ils sont passés de son corps au corps national. Oui. Bon. Et cette métaphore anthropophagique, en fait, elle signifie tout simplement qu'elle a été dépossédée. C'est ça. Voilà, elle a été dépossédée de ses biens les plus précieux. Mais c'est inexorable. On ne peut pas aller à l'encontre de puissants phénomènes sociaux, et en particulier celui de la séparation. Parce que ce ne sont pas des séparations individuelles, choisies individuellement, etc. Ce sont des institutions qui contribuent à la séparation et à l'opposition. Ça prend conscience, voilà, ça permet de prendre conscience. C'est très important ce que vous dites. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. À très très bientôt et on embrasse maman, son prénom. Fatima. Fatima. C'est pas très original, mais... Ma grand-mère. Fatima. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.